possible. Merci. L'honorable député d'Oxford. Aujourd'hui, nous avons appris que ce premier ministre libéral est le seul leader des pays du G7 à avoir entraîné son pays en période de récession. Les Canadiens ont du mal à boucler les fins de mois, mais ce premier ministre, lui, profite de repas luxueux lors de voyages dans le monde entier. Des tartelettes de sucre, des crèmes brûlées et j'en passe. Une facture qui s'élève à plus de 250 000 $ pour 3 voyages seulement. Est-ce que le premier ministre va sabrer dans ses dépenses, cesser tous ses discours et demeurer en sol canadien pour que les Canadiens puissent se permettre de manger? L'honorable ministre des Finances. Les Canadiens comprennent que le monde est confronté à des difficultés. Les Canadiens comprennent également le fait que nous sommes confrontés à la pire crise énergétique du monde entier. Nous avons un plan chez les libéraux. Nous voulons faire des investissements générationnels dans le logement, dans l'infrastructure et dans la productivité et l'innovation. Nous avons un plan qui nous permettra d'appuyer les travailleurs et les Canadiens afin qu'ils puissent lutter contre la crise de l'abordabilité. Nous allons continuer à travailler de ce côté-ci de la Chambre pour que notre économie soit la plus robuste des pays du G7. L'honorable député d'Oxford. Le message des libéraux canadiens est le suivant. Bon. Vous devez faire avec les moyens du bord. Les prétextes ou toutes les excuses pour les droits de douane ne suffiront plus. Le Canada est le seul pays du G7 en situation de récession. De plus en plus de Canadiens fréquentent les banques alimentaires. Les Canadiens font des économies, ne remplissent pas leur panier d'épicerie, ne mangent pas 3 fois par jour parce qu'ils n'arrivent pas à se permettre ces aliments. Le premier ministre, lui, dépense 250 000 $ pour des repas de luxe. Est-ce que le premier ministre se rend compte qu'on est ici au Canada, qu'on n'est pas chez Brookfield et que les contribuables ne sont pas ses banquiers personnels? L'honorable ministre des Finances. C'est décourageant de voir les conservateurs parler de l'économie canadienne. J'ai pleinement confiance envers l'économie canadienne. J'ai confiance envers nos travailleurs, confiance envers nos industries, confiance envers notre plan. Nous avons fait des investissements records, investissements générationnels dans l'infrastructure, le logement, la productivité et l'innovation. Nous faisons des investissements générationnels afin d'appuyer les travailleurs. Nous faisons des investissements pour appuyer les Canadiens. Ils peuvent crier et chahuter tant qu'ils le veulent, mais les Canadiens savent que nous sommes là pour eux. L'honorable député de Calgary-Minnepore. Mais les Canadiens en ont eu assez de ce premier ministre avec le budget de carte de crédit, un budget qui s'élève à plus de 6 milliards de dollars. On aura à payer plus de 58,7 milliards de dollars pour les frais d'intérêt de la dette. Les prix de l'essence à la pompe augmentent de plus de 28 % et au cours du mois dernier seulement. Le Canada est le seul pays du G7 à être en récession. Le premier ministre est davantage concentré sur ces actions américaines cotées en bourse plutôt que de l'intérêt des Canadiens. Combien de trimestres encore d'échecs aurons-nous à supporter avant que le premier ministre ne rectifie le tir? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Dans sa question, il y avait au moins 3 théories du complot. Les libéraux tentent d'édifier la nation canadienne. C'est pourquoi nous misons sur l'énergie nucléaire en Ontario. C'est pourquoi nous misons sur l'énergie éolienne et la transmission en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi nous misons sur de nouveaux projets de gaz naturel liquéfié et de mines. Nous construisons à l'échelle du pays. Nous travaillons avec les provinces et les peuples autochtones afin de répondre aux facteurs que nous pouvons contrôler. Les conservateurs devraient délaisser les théories du complot et miser sur le Canada. L'honorable député de Calgary-Minnepore. Bon, c'est le comble de l'hypocrisie. On a promis un allègement aux Canadiens, mais le budget de carte crédit dispendieux des Canadiens fait grimper le coût pour les Canadiens et fait fuir les investissements. 20 milliards de dollars d'investissements ont quitté le Canada au cours des 4 derniers trimestres. Plus de 1 000 milliards de dollars ont quitté le pays depuis 2015. Ainsi, le Canada est le seul pays du G7 en période de récession. Plutôt que d'aider ces amis chez Alto et Brookfield, le premier ministre devrait aider les Canadiens afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins plutôt que d'être laissés à la traîne. Combien de trimestres de croissance négative aurons-nous à subir? Honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bon, ils ont arrêté avec ces théories du complot. Lorsque les entreprises canadiennes investissent à l'étranger, elles misent sur notre économie. Nous avons les investissements étrangers les plus importants au pays depuis les 2 dernières décennies. Shell, par exemple, vient d'investir 20 milliards de dollars au Canada. Les conservateurs ne peuvent pas
passer outre leur théorie du complot, ne voient pas plus loin que ces théories. Nous construisons dans toutes les provinces canadiennes, les conservateurs devraient se rallier à nous. Montmorency, Charlevoix. Monsieur le Président, des citoyens comme Noël, Richard, Christiane, Aaron posent toutes la même question. Pourquoi des demandeurs d'asile, même ceux qui ont été refusés de rester sur le sol canadien, qui devraient plus être ici, ont accès à des soins de santé gratuits, alors qu'eux, les payeurs de taxes, n'ont même pas de médecin de famille? Le programme fédéral de santé intérimaire est passé de 211 millions de dollars par année à 1,5 milliard en moins de 10 ans. Est-ce que la ministre de l'Immigration trouve ça acceptable de donner des soins de santé gratuits à des non-résidents pendant qu'il y a des Québécois qui n'ont même pas accès à un médecin? Oui. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, on est toujours là pour regarder les différents programmes qui existent. Vous savez, mon collègue devrait être assuré par le fait qu'on a même identifié 60 milliards, Monsieur le Président, 60 milliards d'épargne à travers les différents ministères du gouvernement fédéral. On comprend une chose, c'est que les Québécois, les Canadiens se serrent la ceinture depuis déjà un moment, et c'est la même chose qu'on doit faire au niveau du gouvernement fédéral. Monsieur le Président, on est toujours là pour trouver des mesures de trouver des épargnes au sein du gouvernement, de faire plus avec la technologie, d'améliorer nos processus. Et, Monsieur le Président, les Canadiens savent qu'on sera toujours là pour les aider. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Monsieur le Président, dans la grande majorité du temps, les armes à feu qui sont utilisées pour commettre des crimes au Canada n'ont jamais été détenues légalement et même souvent entrées par contrebande par les frontières. Plus de 80 des homicides par arme à feu en 2024, l'accusé n'avait même pas de permis valide. Pour le reste, c'est majoritairement des cas de santé mentale. Au lieu d'investir dans la prévention, santé mentale, sécurité des frontières, intervention contre les crimes avec les gangs de rue, les libéraux vont dépenser près d'1 milliard de dollars pour cibler des citoyens honnêtes. Pourquoi les libéraux gaspillent l'argent des citoyens dans des programmes qui ne fonctionnent pas? Bravo. L'honorable leader du gouvernement. Monsieur le Président, c'est justement pour soutenir les gens qui sont honnêtes, qui agissent de façon légale avec les armes à feu que nous agissons. Mais la vraie question, c'est pourquoi les conservateurs, constamment, 100% du temps, s'opposent à chaque mesure que nous proposons pour limiter les armes d'assaut dans les rues du Canada, pour limiter le crime. Chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose pour sévir contre les gens, contre les criminels, nous rencontrons un vent de face du côté des conservateurs. On veut bien sûr soutenir les gens qui agissent de façon légale, mais les conservateurs... L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, le premier ministre a montré son vrai visage en affirmant que 50% des voix plus 1 ne suffiraient pas pour gagner un référendum. Il a prouvé qu'il bafouera la démocratie s'il n'est pas content d'une décision citoyenne. Il a prouvé son adhésion à une longue tradition de fédéralisme qui brime le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un fédéralisme prêt à tricher pour gagner. Les Québécois, eux, sont profondément démocrates. Ils l'ont prouvé en acceptant le résultat du référendum de 1995. Pourquoi le Canada est-il foncièrement incapable de respecter les règles? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Revoyons les dernières semaines au Québec, Monsieur le Président. On a eu l'annonce de la plus grosse commande d'aéronefs de la part de Airbus à Mirabel de l'histoire du Canada. On a eu l'ouverture ou le début du chantier de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, des milliers d'emplois pour les Québécois. On a désigné le port de Québec comme premier port d'arrivée au Canada. On avance en économie, en emploi, en opportunités pour le Québec. De quoi parle le Bloc québécois? De séparation, de rupture, d'instabilité et de référendum. C'est la chicane tout le temps. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, c'est le premier ministre qui a lancé ce débat-là, pas le Bloc québécois. C'est lui qui a évoqué la clarté référendaire. En plus, il l'a fait pour un référendum en Alberta auquel la loi ne s'applique même pas. C'est plus fort que lui. Il voulait absolument montrer qu'il ne respectera pas la démocratie s'il n'est pas content du choix des citoyens. Le fait qu'il soit si volontaire à lancer ce débat-là, alors que c'était même pas nécessaire, c'est très révélateur, Monsieur le Président. Pourquoi est-il si pressé de prouver qu'il est prêt à tricher pour gagner? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Parlons de démocratie, Monsieur le Président. Parlons de la démarche démocratique. On va avoir des élections au Québec cet automne.
On n'est même pas rendu là. Le sort du parti maire de mon collègue n'est pas encore décidé. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres en termes de séparation du Québec, même si le Bloc québécois s'affaire à vouloir provoquer cette rupture, cette séparation, cette scission qui aurait lieu au Canada et qui déstabiliserait l'économie du Québec. Honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, en 2 semaines, le premier ministre a annoncé qu'il brimera la démocratie lors d'un référendum en respectant pas la règle du 50 des voix plus 1. Il a annoncé avec l'Alberta un nouveau pipeline qui passe sur le territoire d'une autre province en l'absence de l'autre province. Il a fait démissionner l'ex-ministre de l'Environnement avec son virage pétrolier. Il s'est affiché comme un premier ministre antidémocrate, tenant d'un fédéralisme prédateur au service du pétrole. Tout ça en 2 semaines. Comment les libéraux peuvent-ils cautionner ça? Bravo. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, si on peut parler des annonces qu'a fait le premier ministre au cours des 2 dernières semaines au Québec, bien, parlons justement du Global Eye, Monsieur le Président, un aéronef qui sera bâti par un fleuron de l'économie québécoise, Bombardier. Parlons de Nouveau Monde Graphite, Monsieur le Président, une annonce extraordinaire, la plus grande mythe de graphite dans les pays du G7, Monsieur le Président, et c'est justement le premier ministre qui a été l'annoncer. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, on va toujours se battre pour amener des investissements au Québec pour bâtir un Canada plus fort ensemble. Formidable. Honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Lors cette journée de la faim mondiale, des témoins sont venus en comité pour nous dire que davantage de personnes fréquentent les banques alimentaires au Canada que jamais. 43 des Canadiens disent maintenant que le coût des épiceries a une incidence importante sur leur façon d'accéder aux aliments. Et l'inflation alimentaire au Canada demeure la plus élevée des pays du G7. Le premier ministre a promis d'être un leader et c'est ce qu'il a fait. Il nous a guidés vers la seule récession des pays du G7. Plus d'endettement, plus de taxes. Quand est-ce que le premier ministre nous démontrera en fait qu'il n'est pas seulement un autre libéral et qu'il prend au sérieux la réduction du prix des aliments? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture. Bon. Question de sérieux. Les Canadiens savent que nous sommes en situation de perturbation économique mondiale. Notre premier ministre est sérieux, travaille fort. Il a déjà coupé les impôts pour 22 millions de Canadiens. Il a également lancé le programme d'alimentation dans les écoles qui aide les familles avec l'abordabilité. Il a également proposé de lancer sous peu une stratégie de sécurité alimentaire qui va aider les familles à traverser ces temps difficiles. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. 2 trimestres de croissance négative font en sorte que le Canada est le seul pays du G7 en récession. C'est des prétextes, des excuses de l'autre côté de la Chambre. Ça ne suffit plus. Statistique Canada nous présente les faits. Les libéraux rajoutent davantage de dettes, de dépenses. Et ce faisant, ils créent davantage de pression sur le logement, les soins de santé et le coût des aliments. Le système s'écroule. Tous les dollars que rajoute ce gouvernement à la carte de crédit nationale se retrouvent finalement dans le prix des aliments que les Canadiens voient à l'épicerie. Il y a des files aux banques alimentaires. Ce n'est pas étonnant que les libéraux ont cessé de parler de la classe moyenne et ceux qui veulent en faire partie. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi. Dans la circonscription de cette députée, vendredi, plus de 700 de ses commettants recevront l'allocation pour aliments, des paiements à hauteur de 430 $ pour un couple dans sa circonscription. Cela fait partie du plan de notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Pour rendre la vie plus abordable, mais pour également faire croître l'économie. J'espère qu'elle demandera à ces quelques 36 000 commettants s'ils aiment bien recevoir cette nouvelle prestation. L'honorable député de Lethbridge. Après 11 ans de dépenses libérales, le Canada est le seul pays du G7 en récession. Un travailleur canadien sur 3 s'endette simplement pour faire ses courses. Pendant ce temps-là, ce premier ministre a dépensé 95 000 $ en restauration à bord pour un seul voyage. Il est question de filets de bœuf, de tartelettes, de sucre et de grands vins. Les déficits ont doublé. Les coûts ne cessent d'augmenter et les Canadiens sont laissés pour compte. Quand ce gouvernement libéral admettra-t-il que ces dépenses irresponsables ont grimpé le coût de la vie? L'honorable secrétaire parlementaire. Comme nous le savons, le Canada a été dépendant dans sa relation avec les États-Unis. Cette relation est en situation de rupture. L'économie mondiale subit des chocs perturbateurs. Si nous prenons ces questions au sérieux,
Si les conservateurs ne veulent pas écouter les libéraux, ils n'ont qu'à écouter Stephen Harper. Nous devons nous unir pour mieux défendre notre pays, pour trouver des façons d'assurer notre avenir et l'avenir de nos enfants. C'est exactement ce que fait le premier ministre. La diversification est une priorité. L'édification de la nation, les ressources, l'infrastructure qui permettra d'acheminer nos ressources à bon port. Honorable député de Lethbridge. Ces mêmes problèmes mondiaux sont ressentis par tous les pays du G7, mais c'est seulement le Canada, le leader du Canada, le premier ministre du Canada qui en fait en sorte que notre pays est en situation de récession. C'est seulement le Canada qui se trouve dans cette situation, mais il ne s'inquiète pas. Pourquoi serait-il inquiet? Tout va bien chez lui. Il profite de grands vins, de filets de bœuf, de tartelettes normandes de luxe. Bon, voilà sa réalité, mais ce n'est pas la réalité de tous les Canadiens qui font la file aux banques alimentaires plus que jamais, qui n'arrivent pas à payer leurs hypothèques, qui doivent faire faillite. Quand est-ce que le gouvernement se rendra compte de la réalité de tous les Canadiens et agira? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international. Merci. Les Canadiens reconnaissent que l'incertitude économique est sans précédent, qu'il y a des droits de douane injustifiés pour le secteur automobile et de l'acier, secteur de l'aluminium également. Il y a un conflit au Moyen-Orient qui a des répercussions sur notre économie, l'économie mondiale. Et c'est pourquoi ce premier ministre et ce gouvernement ont un plan qui comprend la diversification de notre commerce pour dialoguer avec d'autres nations afin de vendre davantage de nos biens et services. C'est pourquoi nous investissons des centaines de milliards de dollars dans notre économie afin que nous puissions continuer à créer de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens. L'honorable député de Shore Park, Fort Saskatchewan. Le Canada est le seul pays du G7 en récession aujourd'hui et la situation est de plus en plus difficile pour les jeunes qui veulent commencer leur vie, fonder une famille. Les parents ont du mal à se permettre une maison, doivent composer à la fois avec leur carrière. Les conservateurs veulent offrir davantage de congés parentaux aux Canadiens. Ces politiques entraîneront davantage de flexibilité et davantage de place en garderie. Est-ce que le gouvernement adoptera ces suggestions constructives? L'honorable secrétaire parlementaire du premier ministre. Nous avons de nombreux programmes qui aident les Canadiens à composer avec le coût de la vie qui monte. La semaine prochaine, les Canadiens commenceront à recevoir la nouvelle prestation canadienne pour épicerie et besoins essentiels. Pour un ménage de 4 personnes, cela représente 1 900 $ cette année. C'est de l'argent qui les aidera à composer avec le coût de la vie qui augmente. Il y a quelques jours, un sondage a été publié qui démontre que les Canadiens sont optimistes. Ils ont l'impression que le Canada chemine dans la bonne direction, que ce sentiment n'a jamais été aussi élevé depuis la dernière décennie. L'honorable député de Shore Park, Fort Saskatchewan. Merci. Sauf le respect que je dois à ma collègue, ma question portait sur le congé parental et les modifications apportées à ce programme. Dans la réponse, il n'était même pas question de ma question. Les parents canadiens attendent déjà trop longtemps pour que l'on modifie ce système inflexible qui ne s'harmonise pas avec la réalité du jour. Les parents d'aujourd'hui veulent pouvoir concilier vie familiale et travail. Pourquoi le gouvernement ne met-il pas en œuvre les changements constructifs que nous avons proposés? Pourquoi ne met-il pas en œuvre ces modifications dans le budget de l'automne? L'honorable secrétaire parlementaire de secrétaire d'État du Travail. Bon, c'est ironique que le député se lève en chambre et parle d'appui pour les parents et les familles alors que lui-même n'appuie pas les programmes d'apprentissage précoce dans sa circonscription. Programme qui permet d'appuyer des milliers d'enfants dans sa province et permet aux familles en Alberta d'économiser plus de 10 000 $ pour le coût de la garderie pendant une année. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons offert davantage de prestations maternité parentale, des congés maladie payés, miser sur l'équité salariale pour les femmes. Le député a voté contre toutes ces mesures. L'honorable député de Windsor-West. Le Canada est le seul pays du G7 en situation de récession, et ça en raison de ce gouvernement libéral. Après des années de lever des coudes, des beaux grands discours où l'on y disait qu'on viendrait redorer le blason des États-Unis, il tergiverse maintenant sur l'électricité. Le premier ministre nous raconte des foutaises. En tant qu'ancien policier, j'ai vu beaucoup de tels virages, mais pas de virage que l'on présente comme une stratégie commerciale. Est-ce que le premier ministre peut
finalement s'atteler à la tâche ou est-ce qu'on s'attend à ce que le gouvernement soit toujours à la traîne et n'arrive pas vraiment à appuyer sa population de façon financière? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Les Canadiens connaissent bien les chocs auxquels sont confrontés l'économie mondiale, les conflits mondiaux, les guerres au Moyen-Orient et en Europe. Ce gouvernement a un plan pour l'infrastructure, les grands projets, pour les investissements dans les travailleurs qualifiés, entre autres, pour donner aux jeunes Canadiens des occasions de réussir. Voici ce qui trouble les Canadiens. C'est l'enthousiasme, la joie qu'ils voient chez les conservateurs lorsqu'ils entrent en grande pompe ce matin pour annoncer de mauvaises nouvelles, savoir les difficultés auxquelles sont confrontées l'économie canadienne. Les conservateurs doivent cesser de célébrer ces défis et se rallier à nous. Salaberry, Soulages, Huntington. Monsieur le Président, cette semaine marque un point tournant. C'est la trahison climatique du premier ministre et la tromperie électorale des libéraux en environnement. Le banquier vert qu'on avait vendu n'a finalement de vert que sa soif pour les liasses de billets tirés de l'or noir. Il entraîne avec lui tous les libéraux qui se sont présentés sous une plateforme électorale qui mentionnait 28 fois le mot changement climatique et jamais le mot pipeline. Y en a-tu un ou une seule qui va refuser d'être complice de cette trahison? L'honorable secrétaire d'État pour la Nature. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Je remercie ma consoeur de Beauharnois, Salaberry, Soulages, Huntington. Je suis une femme de valeurs et je sais qu'elle le sait, on travaille très bien ensemble. Et dans mes valeurs, il y a la protection de la nature, évidemment, puis j'ai eu le privilège d'être nommée secrétaire d'État à la nature, mais il y a aussi de combattre le changement climatique. Je suis mère de 4 enfants, j'espère être grand-mère comme elle un jour, et je sais que c'est important, et on va continuer de le faire. On va le faire différemment. On va le faire dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Déjà, on a des règles sur le méthane, on a la stratégie nature, et on va continuer. L'honorable député de Beauharnois, Salaberry, Soulages, Huntington. Monsieur le Président, si le bilan du premier ministre en environnement était acceptable, l'ancien ministre de l'Environnement et député de Laurier-Sainte-Marie n'aurait pas quitté. Son prédécesseur, le député de Vancouver-Nord, n'aurait pas lui aussi annoncé qu'il quitte. Sa prédécesseur à lui, Catherine McKenna, n'aurait pas déclaré qu'on vit dans un pétro-État où les riches compagnies de pétrole et de gaz ont convaincu les politiciens que les énergies fossiles sont les meilleures que les renouvelables. Tous les ministres de l'Environnement de la décennie se dissocient du premier ministre. Comment les libéraux peuvent-ils vanter son bilan? L'honorable ministre de l'Environnement. C'est toujours intéressant à recevoir ces questions du Bloc parce qu'il y a une vraie volte-face, de nouveau, je vais le dire, quand on parle du chef de Bloc qui était prêt et qui a appuyé le forage de pétrole dans l'Anticosti. Mais apparemment, maintenant, ils ont un grand intérêt. Alors, si on va parler de ce que nous faisons, de ce côté, nous continuons à lutter contre le changement climatique et on est chef de file mondial dans notre travail sur le méthane, sur les investissements internationaux pour le changement climatique. On va continuer à faire le travail. Bravo. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, on apprend ce matin que le Canada est le seul pays du G7 en récession. De plus, dans un rapport, plus de la moitié des travailleurs confirment la détérioration du coût de la vie. Le premier ministre disait aux jeunes Canadiens qu'ils devaient faire des sacrifices. Mais lui dépense sans compter sur la carte de crédit nationale pour financer, entre autres, des repas somptueux en avion pendant que 2,2 millions de Canadiens fréquentent les banques alimentaires. Pourquoi ce premier ministre libéral demande-t-il aux Canadiens de serrer la ceinture pendant que lui et ses amis se paient des copieux repas sur le bras d'un heureux Canadien? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est bizarre ce matin de voir les conservateurs, d'une certaine façon, se réjouir. Je ne comprends pas leur attitude ce matin, Monsieur le Président. Les Canadiens, les gens qui nous écoutent, moi je les connais, les gens Portneuf, ils regardent la période des questions ce matin. Ceux qui regardent comprennent qu'évidemment, le monde fait face à un vent de face sur l'économie mondiale. Les gens comprennent qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, qui est le conflit le plus important qu'on a vu en matière énergétique. Mais Monsieur le Président, ce que les gens de Portneuf savent, parce que je le connais très bien, ils savent qu'on a un plan. On a un plan pour investir dans notre pays, on a un plan pour investir dans nos jeunes, on a un plan pour investir dans nos travailleurs, notre industrie. C'est exactement ce qu'on va faire. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, mon collègue que j'apprécie, je veux lui dire, on ne se réjouit pas
On veut que le gouvernement qui est là depuis 11 ans, ce gouvernement libéral, agisse concrètement pour que les Canadiens aient une meilleure qualité de vie. Ouais. Nos aînés doivent sauter des repas pour pouvoir se nourrir. Nos enfants doivent oublier leur rêve de s'offrir une maison. Ce même premier ministre avait demandé aux jeunes l'an passé de faire des sacrifices. Que le premier ministre mange, pas de problème, mais peut-il avoir un peu de jugement? Entre du ballonné et du caviar, la marge est très grande. Est-ce que le premier ministre libéral... L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure. C'est fini, là. C'est fini. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, encore de la rhétorique de l'autre côté. De ce côté-ci, on sait que les coûts du logement, les coûts de la nourriture, c'est les coûts les plus importants pour les familles. C'est pour ça qu'on a fait une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, qu'il y a une allocation pour l'épicerie pour 12 millions de Canadiens qui va arriver dans les comptes des Canadiens et Canadiennes la semaine prochaine. Programme d'alimentation scolaire pour 400 000 jeunes. On a mis sur place Maison Canada. On a déjà des accords pour construire une dizaine de milliers d'unités qui vont commencer dans les prochaines semaines. Ils ont voté contre tout ça. Qui arrête vraiment de mépriser les Canadiens. La question, quand est-ce qu'ils vont sortir de leur chambre d'écho? Écoutez les Canadiens et se mettre au travail. Merci. Le député Louis Saint-Laurent à Caroline-Rac. Monsieur le Président, c'est avec grande tristesse que les Canadiens se sont réveillés ce matin en apprenant que le Canada est le seul pays du G7 à être en récession. Et ce, depuis 1 an, alors que ce gouvernement-là est dirigé par, semble-t-il, un des économistes les plus prestigieux à travers le monde. Résultat, le Canada a le pire bilan économique du G7. Mais aussi, on est la pire inflation alimentaire du pays du G7. Et on apprend aussi qu'un travailleur sur 3 doit emprunter pour faire de l'épicerie. Mais le premier ministre, lui, 190 000 de nourriture pour 3 voyages. Le ministre des Finances, tout à l'heure, disait que le gouvernement se serrait la ceinture. Est-ce qu'il est fier de son premier ministre? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, soyons clairs. Le Canada n'est pas en récession. J'aurais pu dire que, par exemple, per capita, le PIB a augmenté. Le PIB a augmenté au premier trimestre, mais je ne vais pas dire ça. J'aurais pu dire aussi que les marchés financiers ont regardé complètement à côté de cette message et il n'y a aucune agitation des marchés financiers sur ça. Ce que je peux dire, par contre, c'est que l'économie canadienne souffre directement de l'impact de la guerre commerciale, souffre directement de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Les prix de carburant sont très élevés. L'investissement est à la baisse à cause de l'incertitude. C'est ça le problème. Et nous avons... L'honorable député de Louis Saint-Laurent à Caroline-Rac. Monsieur le Président, il y a méprise. Comment le secrétaire parlementaire peut dire une chose qui ne correspond pas du tout à la réalité? Statistique Canada, vous connaissez ça, vous, Statistique Canada? Ça donne que c'est le gouvernement Canada. Il affirme que le Canada est en récession. Statistique Canada affirme que c'est le seul pays du G7. Alors que tous les pays du G7 sont confrontés au même défi, le Canada a le pire bilan et nous sommes le seul pays à avoir la récession. Comment le secrétaire parlementaire peut dire le contraire de la vérité? Les Canadiens en ont assez de ce type de mensonge. Le député de Louis Saint-Laurent à Caroline-Rac sait bien qu'on ne peut pas dire le mot mensonge dans la Chambre en parlant d'un autre député que ses propos ont été mensonger. Je le rappelle que c'est un règlement de la Chambre. Il ne peut pas utiliser ce type de mots. Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Merci, je suis vraiment sûr. Je suis... Order. What is this? From the top. Monsieur le Président, I believe this is straight. Monsieur le Président, je crois que c'est du harcèlement de la part des députés d'en face. Ils essaient de me museler. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, non? On devrait être en mesure de... Je me dois d'interrompre le secrétaire parlementaire. Le secrétaire parlementaire est un vétéran de 2 chambres, alors il doit s'adresser à la présidence, il s'en rappelle. Il ne doit pas s'adresser directement à ses collègues. À l'ordre! Je vais laisser le secrétaire parlementaire poursuivre sa réponse. 20 secondes. Je répète encore une fois, le Canada n'est pas en récession. Statistique Canada n'a jamais dit que nous sommes en récession. Les marchés financiers vont déterminer ça. Il n'y a aucune agitation là-dessus. Par contre, notre économie est sous menace. Notre économie est affectée directement par les tarifs. Nous sommes le seul pays du G7, juste à côté des États-Unis, et nous dépendons beaucoup du commerce aux États-Unis. C'est ça notre problème, et nous avons un plan pour régler ça. L'honorable député de Beauce.
Monsieur le Président, on apprend ce matin que le Canada est le seul pays du G7 en récession. Malgré ça, en Nouvelle-Écosse, le gouvernement provincial a loué à une entreprise privée, Amis des libéraux, un terrain pour la somme de 13 500 par année. La même entreprise a ensuite sous-loué le même terrain au gouvernement fédéral libéral pour la somme de 20 millions de dollars par année. Tiens, toi, c'est passé de 13 500 à 20 millions. En plus, ils l'ont loué 10 ans, 200 millions aux poubelles. Monsieur le Président, c'est-tu possible pour les libéraux d'arrêter de gaspiller l'argent des Canadiens? Parlementaire du ministre de la Défense. Monsieur le Président, la mise en place des capacités de lancement spatial souverain du Canada permettra de générer des milliards de dollars d'investissement, de créer des emplois bien rémunérés, de renforcer la souveraineté du Canada et de réduire notre dépendance vis-à-vis des États-Unis et de soutenir un secteur commercial des lancements et de la rentrée spatiale qui pourrait représenter jusqu'à 40 milliards de dollars. C'est dans celle-là que nous investissons. Il s'agit de capacités essentielles qui protègent le Canada et génèrent d'énormes retombées économiques pour les Canadiens. Le député de Carleton. Monsieur le Président, la Croix de Victoria est l'une des plus hautes distinctions décernées en reconnaissance d'actes de bravoure et elle a été instituée en 1993 et n'a jamais encore été décernée. De nombreux électeurs de ma circonscription m'ont demandé qu'un examen indépendant soit mené sur les décorations militaires décernées durant la mission en Afghanistan. Il est temps d'agir maintenant. Est-ce que le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale peut indiquer à la Chambre comment le gouvernement s'engage à mettre en place un processus équitable et transparent pour évaluer la bravoure de nos soldats? La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, rendre hommage au sacrifice et au service envers les soldats, c'est une responsabilité sacrée. Les honneurs militaires comprennent la Croix de Victoria et ils font l'objet d'un examen approfondi par les Forces armées canadiennes. Et je peux confirmer que le gouvernement accepte d'examiner la création d'un comité indépendant d'examen des distinctions militaires chargé d'examiner les cas des anciens combattants d'Afghanistan pour lesquels de nouvelles preuves pourraient suggérer que les critères de la Croix de Victoria ont été remplis. Et j'aviserai la Chambre lorsqu'il y aura de nouveaux développements. La députée de Thornhill. Le gouvernement libéral a passé des années à ignorer l'antisémitisme au Canada, puis nous pouvons voir les conséquences en temps réel. Rien qu'en une semaine au pays, il y a eu un incident où un juif a été pendu à Montréal. Il y a eu des slogans génocidaires qui ont été scandés et le gouvernement a financé une organisation qui discute d'un Canada exempt de juifs. Et il y a une jeune fille qui s'est fait attaquer parce qu'elle était juive. Et ça, c'est seulement en une semaine. Alors, est-ce que quelqu'un de l'autre côté de la Chambre peut prendre la parole et admettre que nous faisons face à une véritable crise? Le secrétaire parlementaire de la secrétaire d'État à la résilience des collectivités. Oui, il y a une crise au Canada et voilà pourquoi le ministre de la Sécurité publique a dénoncé ce qui s'est passé à Montréal le week-end dernier. Et voilà pourquoi nous avons la lutte contre le projet de loi sur la lutte contre la haine et nous avons augmenté le financement pour la sécurité des communautés juives à l'échelle du pays. Le premier ministre et tous les membres du caucus sont résolus à assurer la sécurité des communautés juives à l'échelle du pays. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, nous savons tous qu'il y a des lois en place, mais le député sait très bien que le projet de loi C9 ou quelque autre projet de loi que ce soit n'empêcheront pas ce qui se passe dans les rues. Nous savons que le premier ministre n'a pas agi parce qu'il n'a toujours pas agi. En fait, il n'a rien dit la semaine dernière. Il y aura davantage d'effigies qui seront brandies, il y aura d'autres bombes et il y aura ensuite d'autres députés qui vont glorifier le terrorisme et se faire prendre en photo avec certaines personnes louches. Et il faut qu'il se produise quoi encore pour que quiconque fasse quoi que ce soit? Le secrétaire parlementaire du ministre de la Gestion des urgences et de la résilience des communautés. Moi, j'ai fait partie d'un comité et nous avons présenté un rapport et on recommandait au gouvernement, qu'ils soient provinciaux, municipaux ou fédéral, ou services de police et les municipalités, de faire preuve de leadership. On recommandait cela. Le gouvernement fédéral a exercé un leadership en la matière. C'est inacceptable que la communauté juive ne se sente pas aussi en sécurité qu'au-vent. On ne devrait pas avoir des gardiens devant les écoles juives et on devrait faire en sorte que tous les ordres de gouvernement collaborent avec nous pour résoudre cette crise. Le député de Leeds, Granville, Thousand Islands et Rideau Lakes. En septembre,
Le ministre des Finances a écrit une lettre au premier ministre en disant qu'il devait se récuser de certaines discussions pour ne pas entrer en conflit d'intérêts. Mais nous avons appris cette semaine que le ministère a embauché un expert d'Alto pour rédiger son discours sur le sujet. Pourquoi? Le leader en chambre du gouvernement. Monsieur le Président, le projet Alto, c'est un projet structurant pour notre nation et les conservateurs devraient avoir honte d'être contre ce projet qui va permettre d'édifier la nation. Et pour ce qui est de la conduite du ministre des Finances et du gouvernement, eh bien, voici ce que je dirais à mon ami. Il y a un écran qui a été mis en place et tout un ensemble de mesures très strictes sont suivies. Il agira toujours avec intégrité. Je tiens à rappeler aux leaders en chambre de ne pas décrire les députés d'une certaine façon. Ça a déjà eu lieu auparavant et cela a mené à des désordres en chambre. Alors, je demanderai aux leaders en chambre, au gouvernement, d'aider la présidence en maintenant un ton approprié. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. On voit que le leader en chambre est en train d'abaisser le niveau de qualité du décorum en chambre. Alors, il y a l'expropriation de fermes, de maisons, d'entreprises au Québec et en Ontario, et il y a aussi la destruction de la biosphère. Tout cela pour un projet de 90 milliards de dollars. Et entre-temps, il y a des infrastructures comme Via Rail qui sont déjà en train de servir les mêmes collectivités que ce qui est prévu dans le tracé de Alto. Alors, pourquoi passer par cette destruction? Le leader en chambre. Via Rail va toujours continuer de faire partie de notre infrastructure et ce sera toujours une source de fierté pour les Canadiens. Et, Monsieur le Président, je tiens à faire remarquer que c'est la première fois de l'histoire de la Chambre que nous avons entendu les conservateurs parler en utilisant le mot biosphère. Et je dois dire que les terres agricoles et les terres qui seront touchées seront traitées avec toute la considération qui leur est due. Monsieur le Président, ce matin, dans les manchettes, on peut voir que grâce au premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G7 en récession et c'est grâce à des décisions comme dépenser 200 millions de dollars sur une petite route de gravel. C'est censé. Et qu'est-ce que les contribuables en tirent? Eh bien, il y a des initiés libéraux qui s'enrichissent parce qu'il pourrait y avoir potentiellement à l'avenir une plateforme de lancement. Et l'entreprise qui est propriétaire du terrain n'a toujours pas fait de lancement et a perdu 7 millions de dollars en 2 ans. Bon, je ne suis pas si futé que cela, mais il y a quelqu'un qui s'enrichit derrière tout cela. Qui est-ce? La secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, la capacité de lancement spatial souveraine au Canada, c'est essentiel pour nous, non seulement en matière de défense, mais aussi pour préserver notre capacité à détecter les incendies de forêt et les changements atmosphériques. C'est très important pour le Canada. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse appuie ce projet. L'industrie est d'accord. Cela va générer des milliards de dollars en retombées et créer des emplois. Je ne comprends pas pourquoi les conservateurs sont contre l'innovation. Le député de Portage-Lisgar. Immédiatement après ce que les libéraux aient aménagé 20 millions de dollars à une entreprise sur le bord de la faillite, le président du conseil d'administration a vendu ses parts qui ne valaient presque rien pour 1,8 million de dollars. Alors, il y en a qui s'enrichissent alors que les Canadiens, eux, se font flouer. Pas étonnant que nous soyons le seul pays qui soit en récession parmi le G7. Les libéraux sont prêts à dépenser près de 50 000 $ par jour pour une petite route de gravel et vendre du rêve. Alors pourquoi ne pas arrêter de gaspiller l'argent des contribuables?
La secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, le député a lui-même l'agence spatiale dans sa circonscription. Il devrait savoir que nos forces sont prêtes et on veut une opérabilité en matière spatiale et nous voulons avoir une connaissance situationnelle en matière spatiale et ce sera en appui aux opérations de défense et nous serons en mesure de lancer des satellites dans l'espace. Nos alliés sont pour cela. Alors, je ne vois pas quel est le problème. Le député de Niagara South. Monsieur le Président, hier soir, la ministre de l'Immigration a essayé d'éviter de répondre à une question très simple. On lui a demandé si l'argent des contribuables servait à payer des chambres d'hôtel à des demandeurs d'asile. Elle a essayé de qualifier le tout de centre de réception. Mais les Canadiens savent ce qu'il en est. On a déjà employé des millions de dollars de l'argent des contribuables pour héberger des demandeurs d'asile et changer la nomination ne changera pas la réalité. Nous sommes en récession maintenant. Est-ce que la ministre peut arrêter de se cacher derrière un langage bureaucratique et admettre qu'elle finance les municipalités pour qu'ils achètent des chambres d'hôtel pour les demandeurs d'asile? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, il semble qu'on peut voir qu'il y a un schéma dans les questions posées par les conservateurs. Oui, je suis d'accord avec ce député sur certains points. Nous collaborons ensemble au sein du comité de l'immigration, mais les conservateurs s'en prennent constamment aux réfugiés. La façon dont ils présentent les choses, c'est assez familier. On sait qu'on a affaire à du populisme de droite. Le député sait que les points avancés ne sont pas fondés. Nous travaillons à trouver des solutions pour tous. Le député de Niagara Sud. Monsieur le Président, le Canada, c'est le seul pays qui est en récession parmi le G7 et les Canadiens ne comprennent pas pourquoi le gouvernement continue de gaspiller des millions de dollars par le biais de programmes qui financent les municipalités pour qu'elles paient des chambres d'hôtel pour les demandeurs d'asile. Un hôtel, c'est un hôtel, même si les libéraux disent qu'il s'agit d'un centre de réception. Les Canadiens en ont marre de ce dorage d'image et ils font face à une incertitude économique et un coût de la vie de plus en plus élevé. Alors, pourquoi ne pas répondre directement à la question? Est-ce que le gouvernement finance les municipalités pour qu'elles paient des chambres d'hôtes? À l'ordre, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration. Le député le sait. Il siège au comité de l'immigration de la Chambre des communes et depuis un certain temps déjà. On n'a pas eu recours à des hôtels pour l'établissement des réfugiés. Oui, nous collaborons avec les municipalités, effectivement, pour aider, mais de diverses façons. Et nous savons qu'il y a une crise de déplacement des personnes à l'échelle mondiale depuis 2015 et cela a fait en sorte que ce n'est pas facile pour le Canada et d'autres démocraties. Nous appuyons les municipalités dans leur intervention. Nous sommes ravis de le faire et un rapport s'en vient en comité et j'ai bien hâte de le lire. Le député de Red Deer. Monsieur le Président, il y a 74 000 personnes qui ont présenté une demande d'asile et qui ont été déboutées, mais qui se trouvent quand même au Canada. Il y a une raison pour laquelle les libéraux ont rejeté ces demandes. Et le Canada est le seul pays du G7 en récession en ce moment et ces fraudeurs continuent de recevoir d'avoir droit à des soins de santé auxquels les Canadiens n'ont pas droit, comme la physiothérapie, par exemple, ou la psychothérapie. Alors, est-ce que le Canada va mettre fin à ce programme de soins complémentaires pour ces faux réfugiés et les déporter une bonne fois pour toutes? Le secrétaire parlementaire de l'Immigration. Bon, je crois qu'il n'a pas eu le temps de revoir sa question parce que, vous le constatez, Monsieur le Président, ils reviennent à la charge par rapport aux réfugiés. Il sait très bien que le programme de soins de santé intérimaires existe depuis les années 50 et qui a été maintenu grâce à des gouvernements libéraux et conservateurs. Et les demandeurs d'asile représentent moins de 1 % de la population totale au Canada. Et ce programme représente 0,2 des demandes en santé au Canada. Nous avons une responsabilité d'intervenir de façon empreinte de compassion. Nous savons que les secteurs de l'acier et de l'aluminium solide et autonome sont essentiels pour la sécurité et pour la prospérité du Canada. Cependant, nos entreprises de transformation de métaux au Québec sont confrontées à des droits de douane injustifiés imposés par nos voisins du Sud. Notre gouvernement a récemment annoncé des mesures d'allègement tarifaire régional d'une valeur de 1,5 milliard de dollars qui aideront à soutenir les fabricants de produits métalliques et à investir dans nos travailleurs canadiens. Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie pourrait-il indiquer à la Chambre comment notre gouvernement soutient les fabricants?
L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Je remercie ma collègue, l'excellente députée de Terrebonne, pour cette très bonne question, Monsieur le Président. Nos entreprises de transformation d'aluminium, partout au Canada, et plus particulièrement au Québec, font face à des difficultés liées aux droits de douane imposés par les États-Unis. Le transformateur d'aluminium constitue le pilier de l'économie québécoise et canadienne, représentant plus de 30 000 emplois et plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est pourquoi nous avons déjà accordé plus de 20 millions de dollars aux transformateurs d'aluminium du Québec dans le cadre de notre initiative régionale de réponse tarifaire, dans une enveloppe globale de 500 millions. Notre gouvernement prend des mesures concrètes et nous serons toujours là pour aider nos entreprises. Le député de Caribou Prince George. Les habitants de Williams Lake tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme face à la hausse de la criminalité, aux troubles de l'ordre public, à la consommation de drogue en public et aux récidivistes violents. Et aujourd'hui, le conseil municipal de Williams Lake tient une réunion d'urgence parce que, d'après la GRC, il y a eu plus de 1400 appels liés au centre-ville depuis le début de l'année. Le premier ministre a promis aux Canadiens des localités plus sûres, mais après 11 ans, les habitants de Williams Lake se sentent moins en sécurité lorsqu'ils se promènent au centre-ville et ils sont inquiets pour leurs enfants. Le premier ministre va-t-il prendre la parole en Chambre aujourd'hui et admettre que ces politiques laxistes ont échoué? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je trouve ça intéressant. Le député aborde ce sujet, mais en un an, depuis que nous sommes entrés au pouvoir, nous en avons fait davantage que tout autre gouvernement auparavant. Le projet de loi C9 sur les crimes haineux, C12 sur la sécurité transfrontalière et ensuite il y a la réforme sur le régime de mise en liberté sous caution. Il y a aussi le projet de loi sur la protection des victimes et il y a aussi le projet de loi C22 sur l'accès légal. Alors j'espère que cette fois-ci, ils vont voter pour nous. Le député de Caribou Prince George. Bon, je ne sais pas dans quelle réalité ce député vit, mais il y a des méchants qui s'en prennent aux bons Canadiens et les Canadiens en ont marre. J'en ai parlé cette semaine et j'ai parlé à un concitoyen qui s'est fait traîner par une voiture et a été laissé pour mort et le délinquant s'en est bien tiré. Les libéraux ont mis en place des politiques laxistes. Est-ce que le premier ministre va admettre que son expérimentation menant au syndrome des portes tournantes a échoué et qu'il faut garder les récidivistes derrière les barreaux? Le leader en Chambre. Mon collègue a énoncé toute une litanie de projets de loi et il s'agit du programme de lutte à la criminalité le plus ambitieux à être présenté en Chambre. Est-ce que le député d'en face se rappelle qu'il a voté contre les mesures qui auraient pu aider la localité dont il a fait mention, qui aurait permis de garder les délinquants derrière les barreaux, qui aurait permis d'assurer la sécurité dans les lieux de culte et qui aurait permis de lutter contre la pornographie juvénile des enfants? Et est-ce que il le sait? Le député de Ponoka-Dinsbury. Monsieur le Président, après 11 longues années sous les libéraux, les taux de criminalité sont à la hausse partout, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites localités. On se rappellera d'un cas récent où un homme de Wetaskiwin a abattu par balle un autre homme sur le pas de sa porte. Et 10 mois plus tard, il a été mis en liberté sous caution. Et pendant ce temps-là, il a battu sa petite amie à mort dans sa maison à elle, à Ponoka. Alors, quand est-ce que ce sera assez? Combien d'autres familles devront souffrir et perdre des proches avant que les libéraux prennent la question au sérieux et mettent les délinquants dangereux derrière les barreaux? Car c'est là leur place. Commentaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à cette Chambre que ce gouvernement a fait des investissements massifs pour renforcer les services offerts par la Gendarmerie royale du Canada ainsi que par l'Agence des services frontaliers du Canada. Nous avons des actions pour contrer la violence avec les gangs, contre les crimes haineux et nous allons bientôt augmenter avec ce budget-là. Nous aurons bientôt C14 qui sera en force pour le régime contre la réforme pour les... L'honorable member for South. La députée de South Shore St. Margaret's. Merci, Monsieur le Président.
Que ce soit dans la Nouvelle-Écosse rurale, comme South Shore St. Margaret's ou au Yukon, les Canadiens savent que des localités dynamiques reposent sur des logements abordables, des routes et des réseaux d'approvisionnement qui fonctionnent, de la sécurité alimentaire et des infrastructures capables de résister au changement climatique. Est-ce que le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique peut dire à la Chambre comment le gouvernement collabore avec les partenaires du Yukon pour en arriver à des résultats dans les collectivités du Nord? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je tiens à remercier la députée de South Shore St. Margaret's de son leadership et du travail qu'elle effectue, non pas seulement pour sa circonscription, mais pour tout le Canada. Monsieur le Président, le Yukon joue un rôle central dans la manière dont le Canada développe et défend le Nord. Et la semaine dernière, le ministre et moi-même, nous étions là pour annoncer 157 millions de dollars dans les infrastructures de santé et les réseaux d'approvisionnement en eau, les routes et les infrastructures communautaires. Que ce soit en Nouvelle-Écosse ou au Yukon, aux quatre coins du pays, nous voulons que les Canadiens aient accès aux ressources nécessaires pour se développer à l'avenir. La députée de Tecumseh Lakeshore. Le gouvernement libéral a mené le Canada à une récession. Nous sommes le seul pays du G7 en récession. Qu'a-t-il dit? Eh bien, il a pris un vol qui a coûté seulement 95 000 $. Avec 95 000 $, on pourrait financer 36 000 jours à la banque alimentaire de ma circonscription. Mais le premier ministre, lui, prend des repas somptueux alors que les Canadiens crèvent de faim. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour que les libéraux mettent fin à leur gaspillage incontrôlé? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, le gouvernement suit toute la réglementation en place en matière de voyage. Les conservateurs continuent de répéter 32 fois la même question durant la période des questions qui a été rédigée par leur chef probablement. Mais les Canadiens peuvent tirer une chose de la session de ce matin. Les conservateurs se réjouissent, eux. Mais nous savons que les Canadiens font face à des vents contraires très forts. Il y a une guerre dans le Moyen-Orient et il y a une guerre commerciale avec notre partenaire commercial le plus proche. Mais les Canadiens savent qu'au moins le gouvernement a un plan. La députée d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, des citoyens canadiens ont été victimes d'abus physiques, sexuels et psychologiques alors qu'ils étaient détenus illégalement par les forces israéliennes la semaine dernière. Les Canadiens rapportent avoir été battus et poignardés alors que d'autres détenus internationaux font état de torture et de viols commis par les forces israéliennes. Cette semaine, le New York Times et l'ONU ont confirmé l'existence d'abus sexuels et de torture généralisés à l'encontre de détenus palestiniens. Et les ministres du gouvernement israélien s'en réjouissent. L'inaction du Canada doit prendre fin. Quand est-ce que le Canada va imposer des sanctions au gouvernement israélien et suspendre ses échanges commerciaux avec ce pays? Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. La ministre a condamné ces actes en des termes forts, durs, et nous avons été très clairs. C'est inacceptable de traiter des êtres humains de cette façon. Et parallèlement, nous continuons d'acheminer de l'aide alimentaire et nous cherchons des solutions permanentes pour les habitants de Gaza et les Palestiniens pour qu'ils puissent vivre en paix avec une cohabitation côte à côte entre Israël et l'État palestinien. La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, la première ministre d'Alberta, Danielle Smith, a récemment suggéré de modifier la Constitution parce qu'elle estime que l'article 35 est problématique pour ses projets de pipeline. Plus préoccupant encore, le premier ministre libéral n'a rien dit. Il est resté silencieux. Ce n'est pas surprenant, étant donné qu'Amnesty International a confirmé qu'il avait lui-même fait marche arrière sur les droits des Autochtones. Les peuples autochtones veulent donc savoir si le premier ministre est d'accord avec la position de la première ministre Smith ou va-t-il adopter une position honorable et condamner cette proposition dangereuse. La ministre. Nous n'allons pas changer la Constitution. La Constitution doit être respectée, y compris l'article 35. Et lorsque nous allons aller de l'avant avec les grands projets, nous allons garantir que la responsabilité, l'obligation de consulter, entre autres, sera respectée. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui.